Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous portez bien, que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons continuer pour votre plus grand plaisir les épisodes sur les Warp Drive et on va entamer donc l'épisode 6 et vous allez voir que ça demande pas mal de... en fait, on se préoccupe à la fin de cet article, on se demande mais au final où est-ce qu'on en est au niveau de cette technologie qu'on possède nous-mêmes, hein. Eh bien on se rend compte finalement, ça nous conforte même dans l'idée que cet article démontre en gros qu'on est encore très loin en fait de ce qu'on est capable réellement de faire, ou du moins plutôt, pardon, on est très loin en fait de la technologie nécessaire pour créer en fait cette fameuse bulle de Warp Drive en fait. Et du coup en fait je me suis un petit peu amusé, on va dire à la fin de cet article. Je vous ai créé un petit endroit bonus en fait où je vais tenter de décrire une future technologie qui est probable. J'ai passé pas mal de temps à essayer de le faire. Vous allez voir que c'est super intéressant. On va essayer de décrire en fait une machine qui est capable de créer de la matière exotique et un peu dans les moindres détails, quoi, entre guillemets, quoi. L'article n'est pas très long, hein, il y en a pour 20 minutes, je pense, mais il y a quand même matière à dire. Donc commençons tout de suite l'épisode sur la théorie et l'existence et la création de la matière exotique. Donc en fait, la notion de warp drive en fait, ou de propulsion par distorsion, ça fait partie des concepts les plus fascinants de la science-fiction. Et ça a été popularisé notamment par des séries comme Star Trek. Et cette idée, en fait, qui repose sur la possibilité de voyager plus vite que la lumière en pliant l'espace, eh bien, ça a également suscité l'intérêt de la communauté scientifique. Et pour comprendre ce concept, il est essentiel, en fait, de se plonger dans les théories modernes de la physique, et notamment celles qui sont relatives à la matière exotique et à la relativité générale d'Einstein. Vous allez voir, cet article, il est passionnant. Alors, la théorie de la relativité générale et le warp drive. Donc, selon la théorie en fait, de la relativité générale d'Einstein, la gravité, donc, c'est le résultat de la déformation de l'espace-temps par la masse. Là, on est d'accord. Et un warp drive théorique chercherait en fait à exploiter ce principe en créant donc une bulle de distorsion spatio-temporelle autour du vaisseau. Et ça permettrait ainsi de déplacer cette bulle et le vaisseau donc qu'elle contient à une vitesse qui est supérieure à celle de la lumière, mais sans violer le principe qui stipule qu'aucun objet, aucun objet ne peut atteindre en fait ou dépasser la vitesse de la lumière dans l'espace-temps local, parce qu'on déforme en fait l'espace-temps, on le plie quoi. Donc la matière exotique et le warp drive, en fait, donc la création d'une bulle de distorsion qui nécessite ce qu'on appelle de la matière exotique, eh bien, c'est une forme hypothétique de matière, en fait, qui a donc une masse négative, dont j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, et donc qui pourrait exercer, en fait, des effets anti-gravitationnels. Et la masse négative, en fait, c'est un concept contre-intuitif, parce que c'est une force qui est appliquée, donc on applique une force, mais elle accélérerait, en fait, dans la direction qui est opposée à celle de la force appliquée. Mais je pense que vous avez compris. Cette propriété, en fait, elle serait cruciale en fait, pour manipuler l'espace-temps de manière à créer la bulle de distorsion qui est nécessaire pour le warp drive. Ensuite, on a des problèmes et des défis. Donc, la matière exotique, elle n'a jamais été observée, hein, d'accord, et elle reste largement théorique. Mais les équations de la relativité générale permettent son existence. Parce que ça ne signifie pas qu'elle existe dans l'univers, mais en fait, ça pourrait signifier qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe dans l'univers, ça on n'en est pas encore sûr. Mais si elle existait, eh bien la quantité nécessaire pour un warp drive en fait pourrait être astronomique, et je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, il faudrait une planète entière comme Jupiter. Ensuite, on a des applications théoriques qu'on a imaginées de la matière exotique. Donc au-delà du concept de warp drive, en fait, la matière exotique, elle pourrait avoir d'autres applications théoriques, comme les trous de verre, et des raccourcis en fait à travers le temps, à travers l'espace-temps, qui permettent des voyages instantanés sur des grandes distances. Mais ces applications restent de toute façon également dans le domaine de la spéculation scientifique, parce qu'il n'y a pas encore de preuves tangibles sur l'existence de cette matière exotique. Voilà, elle n'a pas encore été trouvée. Donc vous voyez, le concept de warp drive, en fait, ça reste un sujet passionnant qui se situe donc entre
à la frontière entre la science-fiction et la physique théorique, et bien que cela offre en fait des perspectives fascinantes en fait sur les possibilités futures du voyage spatial, les obstacles scientifiques et puis techniques à sa réalisation, eh bien, restent immenses. Et la nécessité en fait de matière exotique et les questions non résolues sur sa création, sa manipulation et puis son existence même rendent les warp drives eh bien, plus un sujet de recherche théorique qu'une réalité imminente. On n'en est pas du tout encore là. Donc cependant, l'exploration de ces concepts, en fait, ça continue de pousser les limites de notre compréhension de l'univers et inspire les générations futures à imaginer et éventuellement à réaliser l'impossible. Donc vous voyez, la création de matière exotique, en fait, pour la propulsion par distorsion, ou warp drive, ça s'ancre en fait dans des concepts profondément enracinés en fait dans la physique théorique et puis la relativité générale d'Einstein, mais les discussions autour de la matière exotique et puis de son application potentielle à la propulsion spatiale, elles dépassent des, des propulsions spatiales dépassant la vitesse de la lumière, eh bien ça explore des territoires à la limite de notre compréhension scientifique actuelle. On n'est vraiment pas prêt. C'est pour ça que je vous ai dit ça en début d'épisode. On n'est pas du tout là encore. Mais on va développer un petit peu les fondements théoriques, vous allez voir, c'est intéressant. Donc la relativité générale en fait est distorsion de l'espace-temps. Donc la théorie de la relativité générale d'Einstein en fait elle décrit comment la présence de masse et d'énergie courbe l'espace-temps, mais ça je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes précédemment, et comment ça génère ainsi la gravité. Et dans le cadre d'un warp drive en fait, l'idée c'est d'exploiter en fait cette propriété, et bien en créant cette bulle de distorsion spatio-temporelle autour d'un vaisseau spatial. Et cette bulle, en fait, elle contracterait donc l'espace devant le vaisseau et l'étendrait derrière lui, qui permettrait de se déplacer plus rapidement que la lumière par rapport à l'espace extérieur, sans violer les lois de la physique locale. Parlons un petit peu aussi des matières exotiques et énergie négative, parce que pour générer une telle distorsion de l'espace-temps, en fait, il faudrait utiliser de la matière exotique ou une forme d'énergie en fait qui exerce une pression négative. Et cette exigence, en fait, elle découle des équations d'Einstein, qui montrent que pour courber l'espace-temps de manière à permettre un warp drive, eh bien, il serait nécessaire d'avoir une densité d'énergie négative. Et en pratique, cela signifie que la matière exotique devrait avoir des propriétés antigravitationnelles et qui repoussent l'espace autour d'elle au lieu de l'attirer. Alors, on a des défis sur cette création de matière exotique, et puis on va parler un peu d'existence et de stabilité aussi. Parce que bien que la relativité générale n'exclut pas l'existence de la matière exotique, eh bien sa présence n'a jamais été observée dans l'univers connu. De plus, même si l'on pouvait théoriquement créer de la matière exotique, sa stabilité en fait serait un problème majeur, parce que les particules ayant des propriétés semblables à celles recherchées, comme les particules virtuelles observées dans les fluctuations du vide quantique, eh bien elles existent seulement pendant des fractions de secondes, avant de s'annihiler. Donc c'est compliqué de les observer. Quantité nécessaire, donc effectivement, les estimations initiales suggéreraient en fait que la quantité de matière exotique nécessaire pour un warp drive simple, pratique, serait comparable en fait à la masse de planètes entières. Donc les calculs exacts, je crois que c'était par rapport à Jupiter, il faudrait une Jupiter entière, quoi. Et ça rendrait donc sa création peu pratique avec les technologies actuelles ou envisageables dans un avenir proche, donc on n'y est pas encore. Et il y a des recherches ultérieures qui ont proposé des modèles nécessitant des quantités beaucoup plus faibles, mais ce modèle, en fait, il reste largement spéculatif et il n'a pas été encore réellement prouvé. Donc après, on va parler de production, en fait, et de la manipulation de cette matière exotique. Et parce que même en admettant, en fait, que la matière exotique elle puisse être stable et produite en quantité suffisante, d'accord, eh bien, sa production et sa manipulation, elles poseraient des défis technologiques sans précédent. Et la création, en fait, de conditions extrêmes, comme celle trouvée près des horizons des événements des trous noirs, ou dans les collisions de particules à haute énergie, ça pourrait être nécessaire en fait, et ça soulèverait des questions pratiques et éthiques importantes. Alors quelles sont les perspectives? Parce que malgré ces défis, l'intérêt pour cette matière exotique, et puis les warp drives, ça dépasse le cadre de la science-fiction, là on est d'accord. Il y a des recherches théoriques qui continuent d'explorer ces concepts, et non seulement pour le potentiel de voyage interstellaire, mais aussi pour ce qui révèle sur les lois fondamentales de l'univers. Et les travaux en cours, en fait, dans les domaines de la physique des particules et puis de la cosmologie quantique, ça pourrait un jour fournir des indices sur la manière de surmonter ces obstacles
et qui ouvre la voie à des technologies révolutionnaires qui sont basées sur des principes aujourd'hui qu'on imagine, quoi, qui sont purement théoriques. Donc la création de la matière exotique. Alors là, c'est un sujet assez épineux. La création de cette matière en fait exotique, telle qu'elle est théorisée, hein, donc pour les applications comme le Warp Drive, eh bien ça exigerait en fait des technologies qui sont bien au-delà de ce qui est actuellement euh, réalisable, hein, avec notre propre compréhension et puis les capacités techniques qu'on a. Cependant, en fait, en se basant en fait sur les principes de la physique théorique et des avancées potentielles, on peut imaginer en fait plusieurs approches qui pourraient un jour en fait permettre la production de matière exotique. Et je vais vous expliquer un petit peu quelle, quelle technologie hypothétique et quels défis en fait ça impliquerait. La manipulation, par exemple, des fluctuations en fait du vide quantique, hein, donc la mécanique quantique en fait elle prédit l'existence de fluctuations du vide où des paires de particules et d'antiparticules émergent en fait spontanément du vide avant de s'annihiler mutuellement. Et théoriquement, en fait, il pourrait être possible en fait de séparer ces paires avant qu'elles ne s'annihilent, en fait, c'est ça, avant qu'elles ne disparaissent. Et ça stockant ainsi l'énergie négative nécessaire pour créer cette matière exotique. Donc le défi, c'est quoi? C'est la séparation en fait de ces paires de particules qui requièrent une compréhension plus approfondie du vide quantique et puis des technologies capables d'enrichir en fait à des échelles temporelles et spatiales extrêmement courtes, bien au-delà en fait des capacités actuelles, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on n'y est pas encore. Ensuite, on a l'utilisation de champs magnétiques extrêmement puissants. Alors, il y a des champs magnétiques de très haute intensité qui pourraient en fait théoriquement être utilisés en fait pour modifier les propriétés de l'espace-temps et pour manipuler en fait des particules de manière pardon, à générer en fait des conditions favorables à cette création de matière exotique. Et quel est le défi? C'est de générer et de maintenir en fait des champs magnétiques d'une intensité suffisante sans détruire en fait l'équipement ou perturber gravement l'environnement immédiat. Et ça pose un défi technologique immense. Ensuite, on a un autre sujet qui est, ma foi, incroyable, c'est l'exploitation en fait des propriétés des trous noirs. Bon, on n'y est pas encore, hein. Les théories actuelles en fait suggèrent que les horizons des événements des trous noirs pourraient être en fait des zones où la création de matière exotique serait théoriquement possible en raison en fait des intenses champs gravitationnels et des effets quantiques à l'œuvre. Et le défi, c'est, outre la difficulté évidente, hein, de s'approcher d'un trou noir, on est d'accord, eh bien, la manipulation en fait des phénomènes près de l'horizon des événements, eh bien, ça nécessiterait une technologie, une compréhension de la physique à des niveaux extrêmement avancés. Donc, on n'y est pas encore. Et puis, dernièrement aussi, on a les accélérateurs de particules de nouvelle génération, tels que le Grand Collisionneur de Hadron, hein, donc le LHT. Ils pourraient être adaptés en fait ou améliorés pour tenter de créer et d'étudier en fait de la matière exotique en provoquant en fait des collisions de particules et des énergies encore plus élevées. Et donc bien sûr le défi, c'est d'atteindre les énergies négatives, enfin les énergies nécessaires pour la production de matière exotique, qui pourraient nécessiter en fait des accélérateurs beaucoup plus grands et beaucoup plus puissants que ce qui est actuellement disponible, hein. Et ça implique bien sûr des investissements financiers et des avancées technologiques considérables. Donc vous voyez que bien que ces approches, en fait, elles offrent, on est d'accord, des perspectives fascinantes, hein, sur la façon de créer cette matière exotique, et dont elles pourraient être théoriquement créées, eh bien elles sont toutes pour l'instant profondément spéculatives, hein, d'accord? Et ça repose donc sur des avancées scientifiques et technologiques qui dépassent largement notre portée actuelle, d'accord? On n'est pas encore prêt. Et la recherche continue, bien sûr, dans ces domaines, hein, de physique fondamentale, puis des technologies quantiques et des matériaux avancés. C'est crucial d'ailleurs pour progresser vers cette réalisation de cette technologie qui est hypothétique. Voilà, donc là on va entamer maintenant un point très intéressant sur lequel je me suis un peu amusé. Euh, L'article est fini, mais j'ai décidé en fait de prolonger en fait cet article pour essayer de décrire en fait ce qu'est le GMEA. Donc, vous allez voir, c'est une technologie qui est un peu inventée, mais selon moi, qui a du sens. Donc, on va imaginer donc une future machine, hein, futuriste, quoi, qui est conçue pour créer de la matière exotique, et qu'on va baptiser le générateur de matière exotique avancée, donc le GMEA. Et ce dispositif, en fait, qui est envisageable dans un futur, dans 50 ans, par exemple,
eh bien ça représente une convergence de plusieurs domaines de pointe de la physique et de la technologie. Donc je vais vous exposer ça va prendre 5-10 minutes, vous allez voir. Donc la structure, donc la description du GMEA. On va d'abord décrire la structure et les composants principaux. Donc il y a une chambre de création quantique. Donc au cœur du GMEA, en fait, se trouve une chambre de création quantique, un espace ultra vide où les fluctuations quantiques du vide sont amplifiées en fait pour un champ magnétique intense et qui est généré par des bobines supraconductrices de dernière génération. Et cette chambre en fait est entourée d'un matériau métamorphique qui est capable de focaliser et d'amplifier les champs magnétiques à des niveaux jamais atteints. Ensuite, on a un accélérateur de particules annulaires. Eh bien, donc cet accélérateur de particules annulaires, en fait, entoure la chambre de création quantique. Et cet accélérateur, en fait, compact, mais extrêmement puissant, eh bien, il propulse des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. Et ça permet des collisions précises qui contribuent, en fait, à la contribution, à la création, on peut dire, de conditions nécessaires pour l'émergence de matière exotique. Et ensuite, on a le système de capture et de stabilisation qui utilise en fait une technologie avancée de confinement en fait, magnétique et gravitationnel. Et ce système est capable de stabiliser et de stocker temporairement la matière exotique produite avant qu'elle ne s'annihile ou ne se déstabilise. Voilà, c'est très difficile hein, de la maîtriser, cette matière exotique. Donc après, je vais vous parler un petit peu des spécifications techniques et mécaniques de ce fameux GMEA. Vous allez voir, c'est cool. On a un générateur d'énergie à fusion nucléaire, donc le GMEA, en fait, il est alimenté par plusieurs générateurs en fait, à fusion, qui est capable en fait, de fournir les immenses quantités d'énergie nécessaires au fonctionnement de l'accélérateur de particules, et puis aussi à la génération de champs magnétiques. Ensuite, on a un système, bien évidemment, de système de refroidissement quantique, qui lui était un système révolutionnaire qui utilise des principes de refroidissement quantique qui maintient les composants à des températures proches de zéro, du zéro absolu, pour maximiser hein, leur efficacité et leur stabilité. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est l'interface de contrôle holographique. Et ça permet en fait de manipuler et de surveiller les processus complexes du GMEA. Et les opérateurs, en fait, ils utilisent une interface de contrôle holographique avancée hein, qui permettent une interaction intuitive et précise avec la machine. Alors, on va parler aussi des besoins énergétiques et du fonctionnement de ces GMEA. Là, on va dire qu'on découvre un peu la machine, hein, je vous l'explique brièvement. Mais on pourrait rentrer dans le détail un peu plus précisément si vous avez envie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, le fonctionnement du GMEA, en fait, ça exige donc une quantité considérable d'énergie hein, qui est rendue possible par les avancées dans le domaine de la fusion nucléaire. Et les générateurs à fusion, en fait, fournissent une énergie propre et quasi illimitée, nécessaire pour soutenir les processus énergivores, en fait, tels que l'accélération de particules et la génération de champs magnétiques intenses. Et le processus, en fait, commence par l'accélération de particules dans l'anneau, qui sont ensuite dirigées vers la chambre de création quantique. Et là, sous l'influence des champs magnétiques amplifiés, eh bien, les fluctuations du vide quantique sont exacerbées et ça crée un environnement propice à l'apparition de matière exotique. Voilà. Et cette matière, en fait, elle est immédiatement capturée et stabilisée par le système qui est dédié. Et avant d'être stockée, bien sûr, pour une utilisation ultérieure. Et que ce soit d'ailleurs dans la recherche fondamentale ou la médecine, ou potentiellement même pour alimenter des systèmes de propulsion révolutionnaires pour l'exploration spatiale. Donc le GMEA, en fait, comme j'aime le dire, avec ses avancées technologiques et son besoin crucial en énergie propre, ça représente un pas géant en fait, dans la quête de l'humanité pour maîtriser les lois fondamentales de l'univers. Et bien que purement spéculatif, hein, c'est moi qui voulais inventer, hein, donc il n'y a rien de réel, mais ça reste quand même pas mal. Et ce concept, en fait, il illustre, en fait, il vous montre un petit peu le potentiel des avancées futures et physiques en matière d'ingénierie, hein, et puis en matière de physique aussi, bien sûr, qui ouvrent la voie à des possibilités jusqu'alors encore reléguées au domaine de la SF, quoi. Voilà, donc je pense que on a fait un peu le tour de tout ça là. Il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes, dont d'ailleurs les futures technologies qui pourraient naître en fait avec le temps. Et quand on essaie de se projeter en fait hein, dans le temps, donc 50 ans ou 100 ans après, et qu'on essaie de faire des recherches, on se rend compte quand même que finalement, voilà, alors déjà on est très très loin hein, de pouvoir créer ce genre de technologie, hein. Comme je vous l'expliquais au début, c'est que on n'est pas du tout prêt, on n'est pas du tout prêt, ça c'est clair.
Et même moi qui fais déjà les recherches pour ma série, là, Les Trous Noirs, donc ça demande pas mal de recherches de mon côté, hein, comme vous pouvez le deviner, je pense. Eh bien, on se rend compte que bah, quand on commence à parler de choses un peu plus théoriques, comme les warp drives par exemple, même si c'est relié à la relativité générale d'Einstein, eh bien, ça reste quand même très difficile à concevoir dans un avenir qui est proche, quoi. Genre dans les 10-20 ans, même 50 ans, ça me paraît peu probable. À moins que l'IA, en fait, à moins que l'IA, évidemment, oui, prenne le relais, quoi. Mais ça, c'est encore une autre question. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, cet article. Je vous ferai un petit épisode sur la SF demain, normalement, si tout va bien. Le Warp Drive, donc ça sera pour après-demain, pour le prochain épisode. Donc laissez-moi regarder, je prends une seconde. Tac. Donc après, on va parler effectivement sur le point 3, si je ne me trompe pas, sur les défis technologiques et scientifiques. Et donc on va parler un petit peu de la génération en fait et de la stabilisation de cette bulle warp. On va essayer de voir un peu comment ça fonctionne, comment c'est possible, comment ça serait possible, pardon. Et après, on parlera des mécanismes théoriques pour la stabilisation en fait, de cette fameuse bulle. Ça aussi, c'est un domaine un petit peu complexe. Mais vu que ça reste très théorique, il n'y aura pas forcément de formule ou d'équation. Enfin, il y en aura quelques-unes peut-être certainement, mais ça ne sera pas vraiment poussé, puisque là, c'est purement théorique, spéculatif, et donc il n'y a rien de réel, quoi. On va dire, pour l'instant, c'est pas réel, quoi. Ça reste encore un peu flou. Pour les trous noirs, je vous en ai créé un déjà qui est prêt pour la suite. Nous allons entamer en fait le point numéro 4 en fait, hein, sur les trous noirs dans l'univers. On va rentrer un peu plus, vous allez voir, dans le détail sur les trous noirs stellaires et supermassifs, les trous noirs et les formations des galaxies. On va parler des trous noirs et de la cosmologie. Et vous allez voir que tout ça, déjà, ces trois petits chapitres-là, c'est déjà conséquent en termes d'information, hein. Et on rentrera après dans le vif du piquant, quoi, si je peux dire, des questions ouvertes en fait et des frontières de la recherche, plus un bonus que je vous ai concocté à la fin et une grande conclusion qui regroupera un petit peu tout ce qu'on a dit durant tous ces épisodes, qui marquera la fin de cette série. Mais en tout cas, voilà, je vous assure que la suite des épisodes seront autant captivantes et intéressantes que les précédents épisodes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Même moi, en fait, qui crée les articles, au fur et à mesure, je me rends compte que je n'explique pas tout, en fait, hein. Vous n'avez pas toutes les informations. Ce qui est fort dommage, hein, bien sûr, parce que sinon, ça me prendrait beaucoup plus de temps et de travail. Mais bon, voilà, j'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Et puis de me faire plaisir aussi, hein, voilà, je ne veux pas non plus passer mon temps sur les trous noirs. Je veux parler aussi de la SF, c'est un peu le but de la chaîne. Mais c'est ce sujet intéressant hein, que j'ai mis en place eh bien, démontre en fait finalement qu'on est dans un système encore ou un monde, en fait, si je peux dire, qui est encore très flou, en fait, hein. On n'est vraiment pas prêt encore. On n'est pas prêt encore de comprendre tout ce qui nous entoure et il y a tellement de choses à découvrir que bah, ça donne le tournis un petit peu, ça donne le tournis. Mais ça reste quand même captivant hein, pour les fans en fait qui sont encore là, qui m'écoutent. Pour les fans de SF et même de mathématiques ou de sciences, hein, astrophysique, même tout simplement de l'astronomie en elle-même, quoi. C'est juste magnifique. Et en fait, on se rend compte que il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Je trouve ça vraiment intéressant et incroyable à créer, en fait, à passer du temps à créer ces articles pour essayer de comprendre soi-même, parce que moi-même, je ne connais pas tout, hein, j'apprends avec le temps. Et même en créant les articles, j'apprends des choses. Mais voilà, c'est pour vous dire que bah, je suis pas non plus un ordinateur, hein, je ne connais pas tout sur le bout des doigts, je fais aussi mes propres recherches. Mais sachez qu'en tout cas, si vous êtes passionné par ce genre de sujet, eh bien, dès lors que vous commencez à chercher un sujet qui vous intéresse et qui vous plaît, et que vous commencez à mettre le nez dedans, bah là, vous vous rendez compte que bah oui, bah ça, d'accord, on dit ça comme ça, mais peut-être que je pourrais chercher ça, pourquoi on dit ça comme ça. Et à la fin, au final, vous avez parcouru 400 pages, 500 pages, et bah, juste parce que vous aviez voulu en fait comprendre comment se crée un disque d'accrétion, par exemple. Voilà. Les disques d'accrétion, c'est incroyable. Bref, il y a tellement de choses à vous expliquer que je passerai des jours et des jours. Mais bon, bah, la série, de toute façon, là, je pense d'ici 6 ou 7 épisodes, elle sera finie. Donc il y aura bien d'autres sujets à parler, hein, bien sûr, mais
En tout cas, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, je me répète, à commenter hein, dans les commentaires pour me dire, voilà, pourquoi... si vous avez des questions, n'importe lesquelles, n'hésitez pas à me la poser. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Et puis si vous avez des idées aussi, des sujets aussi, bah, n'hésitez pas à me partager ça. Je les retiendrai peut-être pas toutes, mais au moins, voilà, je sais qu'il y en a quelques-unes, comme les WarDrive par exemple. C'est un abonné qui me l'a demandé, donc, et que je m'y suis intéressé, et c'est vrai que c'est un sujet aussi fascinant, vous allez voir. Vous êtes loin encore de tout savoir sur les WarDrive, hein, je peux vous le garantir. En tout cas, j'arrête de parler, je parle beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, et une très belle journée. Prenez surtout soin de vous, hein, prenez vraiment soin de vous, et à très très vite. Ciao, ciao.